Donc, Mario Bachand soupçonnait François Dorleau d'avoir voulu l'assassiner. C'est ce qu'on apprend de Michel Bachand, sa sœur. Ce qui est vraiment étonnant, parce que Dorleau, c'était un ami de Bachand. Dorleau l'hébergeait à Paris, ça s'occupait de lui trouver des endroits, des planques. Donc, que Bachand ait soupçonné son ami de vouloir le tuer, c'est assez incongru. Puis, malheureusement, Dorleau est décédé avant qu'on ait eu le temps de lui parler, donc on n'aura pas sa version des faits. Il faut savoir qu'à l'époque, là, Paris, c'était un vrai refuge. C'était plein d'indépendantistes québécois et Bachand faisait partie de ceux qui s'étaient exilés là-bas. François Dorleau était lié à Philippe Rossillon. Philippe Rossillon, c'est un haut fonctionnaire français qui avait fait une visite remarquée au Canada en 68, tellement que Trudeau père, qui était premier ministre, l'avait dénoncé comme étant, laissant entendre que c'était un agent secret français en service commandé au Canada. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il y avait vraiment des tensions entre la France et le Canada. De Gaulle était considéré comme proche du Québec. Vive le Québec libre! Le nom de François Dorleau est sorti dans l'affaire Rossillon, tellement qu'il a dû se justifier dans les journaux. On le soupçonnait d'être un agent double au service de la France. Oui. C'est le conjoint de Louise Baudouin, l'ancienne ministre du Parti québécois, une femme pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et comme lui est décédé, je la reçois prochainement à mon émission pour parler de l'héritage de René Lévesque. C'est sûr que je vais aborder le sujet avec elle. Je vais lui poser des questions là-dessus. Alors, Louise Baudouin prononçait une conférence hier sur René Lévesque et elle est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. René Lévesque était un homme charismatique, mais en même temps quelqu'un qui prenait au sérieux, bien sûr, les affaires de l'État, mais qui avait beaucoup d'autodérision. Monsieur Lévesque, il y a une photo, d'ailleurs, la photo très célèbre où il joue au pool. Oui, oui. Hier, c'était Ah, avec oui. moi, ça. OK. Oui, puis on me voit derrière, puis on voit François. Oui, mon oui, c'est conjoint. vrai. Par la suite, j'ai abordé le sujet de notre documentaire, puis de notre volonté qu'elle participe au documentaire, au moins qu'on puisse lui poser quelques questions à la caméra. Elle m'a dit que jamais elle ferait ça, donc ce sujet-là, elle ne veut pas l'aborder, que si on a des questions à poser, qu'on aille les poser au cimetière où est enterré son mari, François Dorleau. Elle répétait aussi « j'étais même pas là, j'étais même pas là ». De façon assez vigoureuse, elle disait « j'ai 74 ans, j'aborde plus les sujets qui me stressent. Il y a 2 sujets que j'aborde pas, c'est Claude Morin puis la mort de Mario Bachand. » Bonjour, bonjour. Claude Morin, c'est un ancien ministre du Parti québécois, comme on sait, très important. Elle a été directrice de cabinet dans les années 70 de Claude Morin, Louise Baudouin, et donc ils ont été vraiment proches collaborateurs. Là. Puis on a su par la suite que Claude Morin était un informateur, un indicateur pour la GRC. Et il a d'ailleurs lui-même révélé à Louise Baudouin que son appartement était sous écoute. Vous fumez encore la pipe? Ben oui. Ah oui? Connaissiez-vous François Dorleau à l'époque? Oui, oui, bien Oui. sûr. Mais lui, vous saviez qu'il connaissait Mario Bachand? Non? Oh non, non. C'est plus tard que vous avez su. Oui, je suis plus tard, je l'ai su. Je l'ai su par Louise Baudouin qui me l'a dit, mais elle m'a jamais parlé de... On n'a jamais discuté de Bachand. Parce que vous parlez que Mme Baudouin avait été mise sous écoute en 71. Puis est-ce que c'était lié à l'affaire Bachand, cette histoire-là? C'était pas elle qui était sous écoute, c'était François. Puis pourquoi il était sous écoute? Écoutez, en fait, je le sais pas, mais si je fais une hypothèse, je veux dire que c'était à cause de l'affaire Bachand. Tu sais, il y a dans ces milieux là, de services secrets, ça, c'est le monde entier qui est comme ça, pas rien qu'ici au Canada. Ou chez dans les milieux policiers, une tendance naturelle à la paranoïa. Et vous, pensez-vous que Dorleau a déjà été un indicateur des Non, services non. secrets français ou, Non, non, non. Je pense pas, non. ou canadiens? Non, non, non. Selon vous, pourquoi Louise Baudouin ne veut pas aborder le sujet de Bachand?
la mort de Bachand? Probablement pour la même raison que moi, je m'exaspère quand je relis certains textes me concernant, parce que c'est plein de suppositions et d'interprétations biaisées de choses qui n'ont pas été vérifiées avec moi. C'est peut-être même... Mais je ne sais pas. C'est comme ça que je l'explique. Ou il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas. Pourtant, je savais tout ce qui la concernait. Comme moi, je savais tout ce qui me concernait. On a eu accès aux archives de Michel Bachand, la sœur de Mario. C'est quand même un original des 3 textes, mine de rien. Ah oui, puis regarde, elle a aussi des dossiers de la GRC qu'on n'a peut-être pas eu. Parce que ça fait quelques fois qu'on voit ce portrait robot-là. Hein. Pourquoi la GRC a mis François Dorleau sous écoute? Il faut savoir que c'est après l'affaire Bachand, c'est lorsque le couple Baudouin-Dorleau est au Québec, dans les années 70. Est-ce que l'Association des étudiants québécois en France, dont Dorleau était un membre important, peut être liée à la mort de Mario Bachand? Mario, c'est un gars qui était probablement perçu par d'autres comme quelqu'un qui était un peu menaçant parce qu'il parlait beaucoup, mais en même temps, il était un peu parano, là. Il me dit il va y avoir des élections bientôt à la GECF. Et il dit c'est François Dorleau qui laisse la présidence. Bon, j'aimerais ça que tu te présentes à la GECF. Parce que la GECF, c'est un peu l'organisation qui protège les gars du FLQ en France, qui fait les liens avec les hauts fonctionnaires là, comme Roussillon et la police française. Ce qu'il disait, c'est que quelqu'un devait se pointer à la présidence de la GECF pour remplacer Dorleau. Et puis, ce quelqu'un-là, il serait peut-être pas du côté de la protection, de la sécurité de Mario. Vous rappelez-vous le candidat qu'il craignait? Qui était-il? Moi, j'avais entendu parler de Claude Saint-Onge. Bonjour, ça va bien? Oui. Merci de vous recevoir. Ben oui, merci beaucoup. Bien gentil. Oui, c'est parfait. Sur le plan idéologique, Bachand, est-ce qu'il est impressionnant? Il y avait beaucoup de bagou. Il était véritablement un bon orateur. Et puis, il y avait une certaine culture, oui, effectivement. Pensez-vous que Mario Bachand pouvait se méfier de vous? Je pense... Avez-vous déjà eu ce sentiment-là? Non, je n'ai pas vraiment eu le sentiment. Je ne sais pas pourquoi il serait méfié de moi. OK. Dorleau, lui, il était président de l'Association des Québécois. Il était à la GECF, oui, effectivement. Est-ce que vous aviez tenté à un moment donné de prendre sa place, de devenir président? Parce qu'il y en a qui affirment que vous avez voulu devenir président de l'association. Qui dit ça? Là, il y a Michel Doré. Ça veut dire rien? En tout cas, ça ne me dit absolument rien. OK. Parce que lui, qu'est-ce qu'il affirme, c'est que Bachand, pour des raisons idéologiques, il se méfiait de vous. Puis que, justement, Bachand avait milité pour pas que ce soit vous qui preniez la place de François Dorleau. Ah, ben ça, c'est des nouvelles. Je vous apprends des trucs. Bon, ça, c'est des nouvelles. Ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup des candidatons. Je me souviens même pas d'avoir voulu être à la tête de la GECF. OK. Il existe à l'étranger quelques groupes politiques, bien que cela ne se sache pas beaucoup au Québec, qui tentent plus ou moins habilement de faire connaître notre lutte à l'opinion publique mondiale. Il y a l'Association générale des étudiants du Québec en France, qui ne se prétend pas actuellement jouer un rôle politique, et dont l'élection d'une nouvelle direction le 30 janvier prochain sera très importante pour les révolutionnaires. Puis il m'a dit, François, il était président, lui, des étudiants à Paris. Puis là, mon frère m'a dit, il va aller à Clermont-Ferrand pour une conférence. Puis ça serait le fun, tu sais, ça te ferait découvrir du pays. Bon, c'est correct. La journée du départ, François Dorleau, on devait partir, il reçoit un téléphone. Il s'est embarré dans une chambre
quand tu as répondu au téléphone. Et là, j'ai eu comme, je sais pas pourquoi, parce que mon frère venait de me dire qu'il avait peur d'être assassiné. Là, j'étais inquiète. J'étais aussi nerveuse que lui, là, c'est pas compliqué. Je voulais pas m'en aller, c'est clair. Et François Dorleau me dit, ben Michel, on revient demain, c'est un aller-retour, ça va être agréable. Alors on quitte. On va à Clermont-Ferrand. Et j'ai pas voulu assister à la conférence de François, je n'allais pas bien. Moi, là, tout ce que je voulais, c'était m'en revenir. Alors, on revient le lendemain, ouvre la radio et on apprend qu'il était assassiné. Mais ça veut dire qu'il savait qu'il était pour être assassiné. Moi, la question que j'ai posée à François Dorleau, j'ai dit, François, c'est qui t'a téléphoné? Ah, zut, c'est Anne Légaré. Et là, j'ai commencé à le soupçonner de quelque chose. J'ai dit, là, il y a de quoi qui marche pas. Sur les lieux de l'assassinat, il y avait une grande hausse. On aurait vu une grande hausse. OK. Ah, et puis, évidemment, comme Anne est une grande hausse, on a fait l'association comme ça. OK, donc est-ce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Anne était impliquée là-dedans, Anne Légaré? Ça a couru comme rumeur. D'où est-ce que ça venait? Je ne sais pas. On a décidé de mettre les choses au clair en rencontrant Anne Légaré pour vérifier si elle avait vraiment tenté de contacter Dorleau quelques heures ou peu de temps avant le meurtre de Bachand. Et pourquoi elle voulait l'adresse de Bachand comme ça? Dans quel but? L'Association des étudiants québécois en France, Oui. de quoi ça avait l'air? Comment ça a été créé? Ça existait déjà en 70. Je peux pas te dire depuis quand. On était tous des gens motivés par une aspiration de gauche, par un désir de transformer le Québec. Par contre, il y avait un réseau, moi j'appelle ça les hommes de l'ombre, qu'on ne rencontrait jamais, qu'on ne voyait jamais en personne, OK. mais qui était composé de réfugiés du FLQ. Il y avait des gens louches qui étaient autour et qui avaient contact avec certaines personnes de la GQF. Principalement, c'était François Dorleau, qui était l'interlocuteur, le levier. Mario Bachand, est-ce que c'était un personnage dans ce réseau de l'ombre-là? Oui. Oui? Oui. C'était quelqu'un dont on entendait parler. On savait qu'il avait dit telle affaire ou telle. Oui. Et donc ça, on sentait bien qu'il était autour. Un soir, un dimanche soir, quelqu'un sonnait à la porte de mon appartement. La personne arrive et me dit « Je suis François Bachand ». Il voulait me transmettre certains messages. Il m'a dit « Je veux que tu saches que moi, je suis protégée par la police, par un service de police français, et que éventuellement, si je fais un signal, je compose un numéro de téléphone ou j'envoie un signal, tu vas voir la police arriver en bas, là. » Puis là, il est allé à la fenêtre de mon appartement, puis il m'a dit « C'est là, là. » Est-ce qu'il affabulait? Il était affabulateur. Je me rappelle qu'il était très, très maigre. Il avait l'air très malade. Et il a dit qu'il mangeait pas beaucoup, puis qu'il était en difficulté. Je lui avais donné 10 francs. Quand il publie cette entrevue, tu es un peu bouleversé et Claude Saint-Onge Oui, aussi. c'est ça. Oui, là, on était outrés. Ça nuisait à la cause du Québec. Écoute, là-dedans, des histoires comme faire sauter le barrage du Saint-Laurent. Oui, puis les mines aussi. Les mines, empêcher le transport du minerai vers les États-Unis. Puis, tu sais, c'était un peu délirant, quoi. Là, Anne, je pense, a demandé de rencontrer Bachand. Ben là, la seule personne que je connaissais, qui, je pense, qui avait ses coordonnées, c'était François Dorleau. Oui. Il me les a données. Mais comment ça se passe? Vous le contactez comment? Je l'appelle, je lui téléphone. OK. Je lui dis tout simplement, j'aimerais avoir les coordonnées de Bachand. Il me les a données très, très spontanément, ce qui m'a étonnée quand même.
Et j'ai su après que la sœur de Bachand, qui était là, elle a eu connaissance que Dorlo donnait le contact de Bachand à quelqu'un. Donc, elle lui a demandé tout de suite après, quand il a raccroché le téléphone, puis il a dit « c'est Anne Legarré ». Donc, elle, immédiatement, a échafaudé des hypothèses. Moi, j'étais partie visiter les châteaux de la Loire avec des amis. Puis je suis rentrée à Paris le soir. J'ai appelé Claude Saint-Onge. Et là, Claude m'a expliqué, montré ce qui était sorti dans les journaux. C'est comme ça que je l'ai appris. C'était l'étonnement, l'incrédulité, comme beaucoup de personnes. Et puis, on se demandait, évidemment, pour quelle raison. Le lendemain matin, ça sonnait à la porte. Et puis voilà, il y avait, je ne sais plus, deux polices, 3 polices, je ne sais plus. Mais il y a une chose, c'est que j'ai eu un conflit avec François Dorlo sur la date de mon appel. Ça a eu des conséquences. Lui, quand l'assassinat est arrivé, tout de suite a informé la police de ma démarche, de l'avoir contacté pour avoir un numéro de téléphone, enfin, je pense, ou une adresse. Et il a tout de suite donné ça à la police en disant que j'avais appelé, mais pas le même jour. Moi, j'ai dit mardi, lui, il a dit mercredi. Mm-hmm. Ce qui fait que j'ai été convoquée au commissariat. Et là, j'ai fait la vraie déposition, là. Mais ça, c'était assez étonnant parce que la déposition, il y avait le policier, là, qui tapait, là. C'est lui qui me dictait. Il y avait vraiment une idée très nette de qui était Bachand. Et il le décrivait, là, il disait Bachand, c'était un excentrique, un mégalomane. Ah oui? Et moi, j'étais oui. Puis moi, je disais oui, puis oui, puis oui. Puis c'était toujours ça. En fait, il mettait les paroles dans la bouche. Il était directif dans la... Ah oui, c'était... Et là, les vêtements étaient suspendus. Les vêtements de Bachand. C'est impressionnant, là, de voir les vêtements de quelqu'un qui... Dire devant tout le monde que mon frère avait un mauvais comportement et qu'il se tenait avec des prostituées, il prenait un coup. Mon frère ne buvait pas, moi je ne buvais pas non plus, fait que non. On s'est dit, qu'est-ce que c'est ça que cette affaire-là? Le commissaire de police a dit « Je vous informe que Mme Legarré n'a rien à voir avec l'assassinat. » Puis il a mis sa main sur une pile de dossiers. Puis il a dit « Ça vient de très haut et on n'y peut rien. » Ça veut dire quoi, ça? Parce que spontanément, on pense que ça vient simplement des rangs du FLQ. Bien, c'est ce qui était dit à l'époque. Tout le monde s'est jeté sur cette explication-là, hein? C'était un peu facile et satisfaisant à court terme de penser ça. Mm-hmm. Donc, très haut, c'est que ça pourrait être la GRC, par exemple. Ça pourrait. Ça pourrait. Et les services secrets français. Un règlement de compte au sein du FLQ, est-ce que c'est crédible? Je pense pas que ce soit très crédible, non. Non? Vous y croyez pas? Non, moi, j'y crois pas, non. Il était symbolique. Il représentait, parce que c'était une grande gueule, avec beaucoup de culot et des choses comme ça, ça pouvait indiquer qu'il était, il était menaçant pour l'ordre établi. Est-ce qu'il pouvait être une menace pour l'Association des Québécois? Absolument pas. Pourquoi? Je sais pas, vu qu'Anne Légaré a voulu la rencontrer pour justement, parce qu'il faisait des déclarations incendiaires. Non, je pense pas. Ça n'était pas une menace pour l'association. Parce qu'il donnait une mauvaise presse, d'une certaine façon. Ouais. Avec ses déclarations incendiaires. Puis... Oui, mais je pense qu'on lui prête peut-être un rôle un peu plus important qu'il a vraiment joué. François Dorlo, est-ce qu'il pourrait être impliqué dans ce meurtre? Ben non. Ben là, j'ai aucune raison d'aller dans une piste pareille. Non. Non, cela dit, un élément d'information qui est étrange. Quelque temps après l'assassinat de Bachand, on sonne à ma porte le matin, même chose. C'était Dorlo et un autre Felkis. Ils me disent « On est les prochains visés ». Donc moi, ça m'a un peu glacée. Qui a tué Marie Bachand? Je suis incapable de conclure sur ça.
C'est difficile de se faire un portrait vraiment clair sans la version de François Dorleau. Alors, la seule personne qui peut nous aider à éclairer cette affaire-là, ben, c'est Louise Baudouin. Moi, je vais essayer de convaincre Louise de nous parler, mais on dirait qu'elle veut pas s'expliquer, quoi, de peur de... Je sais pas. Comment s'y prendre? Mais une façon de lui en parler, ça serait de dire que tout le monde parle de François Dorleau, puis que la meilleure façon de démystifier son rôle dans l'affaire, c'est d'avoir sa version à elle. C'est ça. Tu sais, c'est aussi de lui dire, si toi, tu nous en parles pas, sinon, donne-nous des noms, quelqu'un qui va pouvoir nous aider à blanchir son nom. Puis en bout de ligne, moi, je pense que c'est elle la mieux placée, puis elle va peut-être s'en rendre compte, là. C'est ça. Ouais. Aïe, 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 aïe. Allons-y. Louise Baudouin, c'est comme une amie. Stress. Je fais mon documentaire, là, puis, tu sais, on parle à toutes sortes de monde, puis le nom de François, puis ton nom, ça revient tout le temps, tu sais, l'égaré. Non, mais je te pose la question, Louis. Ces noms-là surgissent, il faut que j'appelle. Là. J'ai pas le choix. Moi, je fais mon travail, puis je me dois de te parler de ça. Là. Je veux pas t'impliquer, je veux juste comprendre, là, parce que c'est des choses qui surgissent. Comprenez pourquoi j'étais stressé? Ça vient à chercher profondément. Ah, sacré. Je trouve ça top. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est ça, tu sais, c'est frustrant de se faire mêler à une affaire à laquelle on est certaine de ne pas être mêlé. Tu sais, l'assassinat de quelqu'un, tu veux pas de près ou de loin être mêlé à ça. C'est normal, tu sais, surtout pour une femme comme ça qui a une réputation impeccable. Puis... Ouh! On la rappellera pas, là, tu sais. Et Christine, non. Non, moi, j'en peux plus. Je veux plus revivre ça, là. Ça fait 2 fois, là. On a appris que l'historien et ancien felkiste Robert Comeau avait pu parler à François Dorleau très peu de temps avant sa mort. Comeau est un ami de la sœur de Bachand et se posait les mêmes questions que nous par rapport au rôle de Dorleau dans l'affaire. Robert. Salut, Robert. Ça va? Salut, ça va? Oui. Salut, Robert. T'es déjà venu, toi? Ah oui, j'ai déjà venu. Merci. J'ai eu la chance de parler avec Dorleau avant qu'il meure. J'avais parlé à Louise Baudouin là-dessus, puis elle m'a dit « As-tu fini? Il est pas mourir, là, il est très malade. » Bon, moi, je dis « OK, on ferme ça, j'en parle plus. » Il m'appelle. C'est cette conversation-là là, qui m'appelle. Il était mourant, là, tu sais, il est mort la semaine... Tu l'as eu au téléphone? Au téléphone. C'est lui, il me répond « Je suis Dorleau. » Il dit « Je veux te donner l'heure juste. » Il dit « Pose-moi toutes les questions. » Il dit « J'aurais jamais fait ça. » Puis il dit « Je t'écœure. » Il dit « Toute ma vie, cette histoire-là m'aurait laissé entendre que je pouvais être dans les services secrets français. Je n'ai jamais été dans les services secrets. » Il m'a assuré qu'il a toujours admiré Mario. Il dit « Ça a toujours été un ami. » Puis il dit « La preuve, c'est que Michel m'a reçu à Noël telle année. » Puis il dit « Voyons donc, pourquoi elle pense ça? » Puis j'ai dit « Bon, c'est assez, je veux pas... » Tu sais, j'ai coupé... Au lieu d'étirer ça, j'étais tellement sous le choc que 15 minutes, puis qu'est-ce qu'il a dit à part... Ben, il a dit que ça l'avait accablé toute sa vie. Puis là, il dit, là, maintenant, je veux que vous le sachiez, répétez-le, j'ai jamais été dans les services secrets. T'sais, il y a beaucoup de gens qui avaient cette opinion-là. Louise Baudouin, moi, elle me dit qu'ils n'en ont jamais parlé de cette affaire-là. Elle m'a dit, il va toujours défendre la position qu'il a défendue. C'est ça. Ben, elle dit, là, elle dit, je parle à sa place, là, mais elle dit... Ce qu'il a dit, c'est vrai, puis crois-les. J'ai dit, OK, parfait. Je ne veux pas y parler. Là. C'est de lui-même qui m'a appelé. Je suis tombé sur le dos. Mais je peux pas accuser François Dorleau de... D'abord, il n'a pas tué personne, là. Ouais. C'est juste que mon frère était sceptique, mais tu peux être sceptique, tu sais, j'aime pas ça. Il est décédé, c'est plate.
Mais il n'y a pas d'affaire à ça, à mon avis. S'il n'y avait pas de raison de vouloir tuer ton frère, François Dorleau, je vois pas... Je pense pas. Non. François Dorleau, il a clamé son innocence jusqu'à sa mort. Et avec toutes les informations qu'on a colligées, bien, on en vient à la conclusion qu'il n'y a rien à voir avec la mort de Mario Bachand. C'est peut-être un malentendu ou autre chose, mais en tout cas, il n'y a rien à voir non plus dans la liste des suspects. Ouais. Là, on est comme dans un cul-de-sac, donc on serait mieux de revenir à 63, l'entrée de Bachand en prison. Comment ça s'est passé, ses relations avec ses co-détenus, est-ce qu'il y avait des tensions? En prison, aviez-vous croisé Mario Bachand? Non. Non? Non, parce qu'ils n'ont jamais voulu que je sois dans le même pénitencier que lui. OK. Pourquoi ils n'ont pas voulu? Parce que lui, il était à sa protection de la police, là. Parce qu'il avait peur de je vais vous? le voir. Il avait peur de vous? Ben oui. Puis il avait raison d'avoir peur? Il avait raison d'avoir peur. Parce que même les pénitenciers, je m'en crissais, je l'aurais passé. OK. Tuer quelqu'un, c'est rien de plus simple que ça. Donc... Je peux tuer avec mon pouce, si je veux. Ah oui? Oui. L'expérience de la prison. Vous avez été 3 ans en prison. Qu'est-ce que vous avez pensé pendant que vous étiez là? À l'institution Leclerc, c'était, disons, au point de vue confort, c'était mieux, mais c'était moralement plus difficile, parce que là, on fait de la réhabilitation. Et alors? Qu'est-ce que c'est La pour réhabilitation, un homme comme vous? Qu'est-ce que consiste à intégrer quelqu'un au système. Et moi, je ne peux pas m'intégrer au système parce que je n'y crois pas. Alors, imaginez-vous, les conflits. Vos premiers contacts, c'était quoi votre relation que vous aviez avec lui? Assez mauvaise, mais c'était assez généralisé. Il était très isolé. C'était pas une personnalité agréable. Puis sa capacité d'avoir des... Je sais pas si on peut appeler ça des faveurs, mais il pourrait échapper, disons, à la routine que des autres prisonniers, telle qu'elle était imposée. À partir du moment où il est à l'écart, qu'il parle pas à personne, qu'il a des privilèges, qu'est-ce qu'il faisait pour mériter ça? C'était la question que le monde se posait. Bachand, je me souviens, au Leclerc, à un moment donné, j'avais pété un gasket parce que... Écoute, sur la planète entière, les 5 gars qui sont au Leclerc sont les gars les plus proches de toi idéologiquement. T'en auras jamais d'autres. Tu nous traites comme si on était des traîtres de l'extrême droite. T'sais. Il y avait une attitude genre « je suis le seul, je suis le meilleur, puis vous êtes tous des crosseurs ». Je suis très antisocial. D'ailleurs, je suis tellement agressif que des fois, je blesse les gens, ça m'en rend compte, et puis je suis obligé de... Même mes camarades les plus près, je les traite d'opportunistes, de petits bourgeois dans certaines discussions politiques. Alors le gars, il est ouvrier, il a toujours été ouvrier, tandis que moi, je viens d'un milieu de petits bourgeois, imaginez-vous. Puis Bachand, quand vous disiez qu'il était protégé par la police en prison, est-ce que ça répète un informateur ou... Oh, sûrement. Sûrement, parce qu'ils ne donnent pas de protection pour rien, les autres, là. Faut que tu parles. Si vous n'aviez pogné un délateur, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je l'aurais attaché après un heure, puis j'aurais tressé du gaz dessus, puis j'aurais mis le feu. Faire souffrir un peu avant. Le plaisir. Non, mais je sais pas. Moi, curieusement, c'est que j'ai la manie, d'ailleurs, j'en suis fier, ben pas fier, mais ça me plaît énormément, je m'adapte partout. Alors, j'étais venu dans ma cellule à me faire un petit monde, et puis à la fin, j'étais bien. C'est curieux, mais j'étais tout à fait à l'aise. Est-ce que vous avez pu rencontrer des détenus de droit commun? Oui, j'en ai rencontré beaucoup, naturellement. Et qu'est-ce qu'ils pensaient de vous? Ah, moi, j'étais reçu bien sympathique. Les gars étaient bien sympathiques avec moi et tout. Ils donnaient des conseils, surtout, comment s'y prendre. Comment s'y prendre, pourquoi? Ben, pour réussir les mouvements de violence. Parce qu'eux, ils considèrent qu'ils ont beaucoup d'expérience là-dedans. Ils donnaient des conseils. Mettons, ça prend un mouvement bien structuré, l'organisation. Lorsqu'un gars parle, ben, il faut s'en débarrasser, etc. Toutes sortes de conseils, ça donne place. La prison, c'est la place pour apprendre énormément. Bachand obtient sa libération conditionnelle en 1966. Il ne rejoint pas le FLQ à ce moment-là. Il devient un employé du Jardin botanique, il se tient éloigné, mais il les critique beaucoup. Et dans ce réseau-là, il y a 2 membres très connus, Pierre Vallière et Charles Gagnon, qui sont 2 intellectuels, mais ils sont quand même dans l'action. Et puis, comme Bachand les critique, on peut se demander est-ce qu'il y aurait pu avoir des rancœurs dans ce réseau-là qui auraient pu jouer dans les événements qui vont suivre.
Passer à la lutte armée à l'heure actuelle, sans tenir compte du niveau de conscience politique des masses et sans être organisé sérieusement, c'est ce que préconisent en fait les valliéristes. En lisant les différents écrits de Vallière, on peut y constater qu'il y existe une certaine confusion théorique. De plus, Vallière pond des projets révolutionnaires indépendamment de toute réalité et toute pratique politique concrète. L'indépendance du Québec est la revendication sociale la plus importante actuellement, la clé de toutes les autres. Pierre Vallière était à la base un journaliste, quelqu'un qui était assez, je dirais, autodidacte, qui a énormément lu. Charles Gagnon, lui, était un diplômé en littérature à l'Université de Montréal. Il a commencé à enseigner. Eux étaient considérés par nous et par l'ensemble des gens qui les connaissaient comme un peu les penseurs. Je pense que c'est dans le FLQ que j'ai trouvé vraiment ce que j'avais été toute ma vie, c'est-à-dire un individu qui avait été préoccupé essentiellement par des problèmes sociaux. Essentiellement, il y avait deux groupes d'action principaux, là, dont les responsables. Un, il y avait Serge Demers et l'autre, c'était Réal Mathieu. Quand on devenait membre du Mouvement de libération populaire, le secrétaire, c'était Pierre Vallière. C'est Pierre Vallière qui recevait les demandes d'adhésion et il faisait remplir un questionnaire. Puis la dernière question, c'était est-ce que vous appuyez, oui ou non, l'utilisation de la violence pour des fins politiques. Et quand quelqu'un répondait oui à la question, Pierre Vallière gardait la fiche. Je considérais que si la violence s'avérait nécessaire, j'étais prêt à y souscrire. Et là, j'ai été recruté et de fil en aiguille, je me suis impliqué au sein du FLQ. C'était clair que, ouais, on voulait faire aussi la révolution, mais une révolution pour les travailleurs. La ligne carrément socialiste, je pense, nous démarquait assez clairement des groupes antérieurs. On était en contact avec des syndicats qui nous demandaient venez manifester avec nous. Et il y avait eu l'appui à la grève chez La Grenade. C'était une usine qui fabriquait des chaussures. On se disait qu'il ne fallait pas que cette grève-là soit perdue par les travailleurs. Il fallait donner une leçon au patron. On a décidé de mettre une bombe dans le bureau. Mais évidemment, on ne voulait pas qu'il y ait de mort. Donc, c'était clair qu'on était pour avertir les patrons qu'il y avait une bombe, puis on pensait qu'ils étaient pour évacuer. Celui qui a reçu l'appel n'a pas tenu compte de l'appel qu'il venait de recevoir et donc il n'a pas informé ses employés. C'est ce qui fait que la secrétaire du président de la compagnie est morte dans l'explosion de la bombe qui était posée dans une boîte à chaussures sur son bureau. Le rez-de-chaussée du côté ouest, là, il ne restait plus rien. La bombe lui a sauté dans les mains. Alors, du sang partout. Là, on ramassait les morceaux, les restes humains, là, tu sais, là. Première action qu'on fait, un mort, 5 blessés. Comment ça marche? Pour nous, ça a été un choc qui nous a ébranlés, je dois dire, parce que c'est pas ce qu'on voulait. Et là, on était confrontés pour la première fois à une victime de notre action. Et je dirais que psychologiquement, ça n'a pas été facile. En plus du terrorisme d'appoint, notre principale tâche à l'heure actuelle est de nous organiser sérieusement afin d'éviter un tas d'erreurs dommageables pour notre mouvement. Le cas de la bombe de la Grenade Shoes. On aurait pu envoyer ce colis piégé à l'adresse du patron plutôt que de l'envoyer à la manufacture en sachant qu'il y aurait des victimes parmi les employés québécois. Thérèse Morin, tuée. J'ai reçu un téléphone à la maison, le capitaine qui m'appelle, il dit « Rends-toi à la manufacture La Grenade Shoes, c'est rue Rachel Est, et puis il y a une explosion qui a eu lieu, puis il y a une bombe qui a sauté, puis la secrétaire s'est fait tuer, fait que c'est votre première enquête d'homicide officiel. » C'est là-dessus qu'on a travaillé. Puis c'est ça, bien, fin août, on est parti en vacances. Et quand on est revenu, il y avait une autre bombe qui avait explosé à la Dominion Textile. Là, il y a beaucoup de monde dans Saint-Henri. Il y a foule, là.
Les policiers tassent les spectateurs. Au milieu de la ruelle, il y a un corps démembré. La victime, Jean Corbeau, on a su par la suite qu'il avait 16 ans. Vraisemblablement, il était en train de régler la minuterie. Boum! Ça a sauté. 2 attentats majeurs, 2 morts, pour moi, ça allait plus. C'est qu'on manquait à la fois d'organisation, de formation et de maturité. La section antiterroriste a été créée pour répondre à quels besoins? Bien, c'était ça. C'était d'enquêter sur les bombes et aussi faire du renseignement pour les manifestations. Avec la gendarmerie royale, on faisait de l'infiltration dans les groupes, puis on faisait de la surveillance, puis on évaluait la dangerosité des individus. Les enquêteurs qui avaient travaillé là-dessus, on les a consultés, qu'est-ce qu'il y avait de bon. Et puis finalement, on nous avait laissé entendre qu'un certain Réal Mathieu pouvait être responsable. Et puis là, ben, on s'est mis à vouloir aller chercher Réal Mathieu. Donc là, ce qu'on a fait, on a émis un mandat national. Et puis, ça a pris à peu près 5 jours. Je savais que je me ferais prendre à un moment donné, là, puis que j'irais en prison. Mais je l'assumais. On a arrêté 14 personnes là-dedans. Un d'eux m'avait dit Hey, M. Giguère, qu'est-ce que vous pensez de nous autres? Alors, j'ai répondu vous êtes une bande de caves. Ça a fait les manchettes, évidemment. Puis là, ben, les 2 gars qu'on cherchait, les 2 patrons, on va dire, c'était Pierre Vallière et Charles Gagnon. Fait que finalement, c'est la police de New York qui avait communiqué pour dire il y a 2 Québécois là, qui sont sur le territoire des Nations unies, là, et puis ils paradent. On a décidé rapidement d'aller à l'ONU, de rencontrer le plus de délégations possible et puis d'informer le plus de gens possible de ce qui se passait au Québec. Et puis on a dit en même temps, on va protester contre la réputation qu'on est en train de faire aux membres du FLQ. Ils ont été appréhendés, ils ont mis à bord d'un avion, puis ils ont été allés chercher à l'aéroport, tous les 2. Les autres ont eu des procès. Gagnon a été trouvé coupable, puis Pierre Vallière avait été trouvé coupable 2 fois dans 2 procès. Et puis 2 fois, c'est allé en appel. La Cour d'appel avait ordonné un nouveau procès. Ce groupe-là, on peut dire, il était mort complètement. Il n'y avait plus rien à faire pour eux autres. Mais tout ce monde-là, ils ont eu les sentences après l'Expo. S'il avait été sentencé avant l'Expo, probablement que d'autres individus qui auraient voulu encore revendiquer pour la FLQ auraient fait effet durant l'Expo. L'Expo de Montréal était de renommée mondiale. Là, il y aurait eu les regards du monde entier. Donc, dans le fond, c'était une façon de s'assurer que le FLQ reste tranquille. Merci, alors tout le monde est des héros. On a empêché qu'il se passe une révolution au Québec durant l'Expo. Dans les documents qu'on a obtenus par accès à l'information auprès de la GRC, on a obtenu un document qui présente la liste des individus potentiellement dangereux dans le cadre de l'Expo 77, donc des menaces potentielles. Et parmi eux, on a Mario Bachand qui figure dans la liste. Par la suite, Vallière-Gagnon ont été acquittés de tous les chefs d'accusation parce que j'ai refusé de me prêter au jeu de les faire condamner faussement. Il n'est pas loin où on pourra dire « Vive le Québec libre » comme une chose faite. C'est le FLQ 66, ou groupe Vallière-Gagnon, qui a relancé, cette fois-ci très clairement, l'idée de lutte armée au Québec en faveur du peuple, pour l'indépendance et pour le socialisme. Pendant qu'il était en prison, il y a eu l'assassinat de Mario Bachand à Paris. Toi, c'était quoi ta réaction? J'ai pensé que c'était un règlement de compte interne au FLQ. Je n'ai jamais pensé que c'était la police. Il n'y a pas un seul groupe, entre guillemets, révolutionnaire qui a existé où il n'y a pas eu de règlement de compte. Là. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, le gars. Qu'est-ce que fait Mario Bachand à sa sortie de prison en 1966? On sait qu'il s'est lié d'amitié avec Jacques Lanctot, avant que Jacques Lanctot se joigne au FLQ, donc avant les événements d'octobre. Alors, il est impossible de passer à côté de lui là, pour notre enquête. Il faut vraiment le rencontrer. Bachand, il y a beaucoup de gens qui le critiquaient parce qu'ils disaient qu'il parlait trop. Mais vous, dans le fond, vous l'aimiez comme il était. Je l'aimais comme il était. Tu sais, pour moi, il était quelqu'un qui
dirigeait, on avait besoin de quelqu'un comme ça qui pouvait prendre des décisions importantes et puis qui ne gênait pas pour... Pour moi, c'était pas quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui était tout à fait équilibré. C'était un militant aguerri, c'était un gars qui avait fait de la prison, donc qui connaissait, donc qui s'était sacrifié. Donc, c'était pas quelqu'un de nul. Je trouvais que c'était un personnage attirant, sympathique, charismatique. Peut-être ça déplaisait à certains, mais pas à moi. Donc, j'ai trouvé ça très, très dommage parce que quand j'étais à Cuba en exil, j'ai appris son décès, son assassinat. Puis sur place, dans le fond, vous avez rencontré d'autres... On savait que Charette et Allard étaient à Cuba, qu'il y avait détourné un avion. Et Cuba, il n'aimait pas ça du tout parce que, bon, un détournement d'avion, c'est quelque chose de grave qui est dû aux lois internationales. Et, donc, il ne voulait pas se présenter comme étant le territoire, l'asile pour ceux qui détournaient des avions. Ah oui. Donc, ils l'avaient placé, c'était leur parole, donc ils les avaient placés dans un hôtel de dernière catégorie en se disant, bon, on ne sait pas quoi faire avec eux. Tu sais. Puis, on a demandé aux Cubains, à un moment donné, de rencontrer Allard et Charette, puis on est partis à leur rencontre, à l'hôtel où ils étaient, puis on les invitait à venir à l'Hôtel National. On était tous dans la chambre. À un moment donné, Charette était très volubile, il parle beaucoup, Charette. Puis il a dit, ces mots-là, je suis le père ou l'auteur, il me semble que c'est l'auteur ou le père spirituel de la mort de Vachon. Pour moi, ça m'a donné un petit coup, tu sais. Puis, ah oui? J'avais devant moi l'espèce d'assassin, celui qui avait téléguidé l'assassinat de mon chum. Tu sais, c'était comme... va chier, tu sais. Ce qu'on sait sur Pierre Charette, bien, il était en exil 10 ans à Cuba. Puis, il est dans la liste des plus recherchés du FBI. Bon, mais c'est stressant un peu parce qu'on sait que Pierre Charette travaille ici. Charette, ça? Ah oui, oui. On y va? Oui.